Je vous remercie encore une fois, c'est une redondance, mais de votre présence. Et peut-être que vous souhaitez, avant que je vous pose certaines questions concernant les droits de la défense, des questions que j'avais envie de vous poser ce soir, peut-être avez-vous envie de développer en amont quelques éléments? Vous savez, finalement, ce que je préfère dans des soirées comme celle-là, c'est de répondre aux questions qu'on me pose. D'accord. Alors, il y aura les vôtres, il y aura celles des autres. D'accord. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous avez fait un portrait gentil de moi. Bon, si je viens vous voir, c'est vrai qu'il y a 64 ans que je suis avocat. C'est pas mal. 64 ans consacrés à la défense. Au début, vous savez, j'ai été avocat un peu parce que je savais pas très bien, enfin je savais pas très bien, j'avais envie d'être avocat, mais je savais bien que je n'étais pas d'une famille de gens qui étaient très inscrits dans le monde. Pour mes parents, mon père qui était fonctionnaire, c'était avocat, qu'est-ce que c'était que ces gens-là? À l'époque, c'était les bourgeois, bon, finalement. J'ai été avocat parce que j'avais envie de l'être, j'ai eu la chance inouïe d'avoir un grand patron, et j'ai appris mon métier pendant très longtemps. Car la défense, c'est deux choses, c'est trois choses même. C'est d'une part un droit, c'est d'autre part un lien avec les autres, et c'est enfin une passion. Les droits de la défense, simplement, ils existent. C'est un droit naturel de l'être humain, de se défendre quand il est attaqué, agressé ou accusé. Et c'est le propre du procès. Le vrai procès est un procès où il y a un avocat. Alors, ça peut paraître curieux, d'abord, cette idée que quand un homme est accusé, qu'il est devant des juges qui sont en principe indépendants, impartiaux, intelligents, pourquoi faut-il qu'il y ait quelqu'un qui soit spécifiquement préposé à sa défense? Moi, c'est très vieux. Vous savez, c'est encore plus vieux qu'Athènes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à Athènes, on sait beaucoup de choses. On sait beaucoup de choses, et à Athènes, il y avait des avocats déjà. Il y avait une justice démocratique à Athènes. Justice démocratique un peu particulière, c'était la société athénienne, dont on sait qu'il y avait quand même des milliers et des milliers d'esclaves, et dans lesquels on peut constater que les femmes n'étaient guère représentées, ne serait-ce que cela. Mais dans les citoyens d'Athènes, il y avait une justice. Et tous les ans, à Athènes, on tirait au sort plusieurs milliers de personnes qui étaient destinées à être des juges. Et quand il y avait un procès qui se déroulait sur l'agora, en public, c'est très important, aux yeux de tous, on tirait 200 à 300 juges au sort le matin, et on jugeait quelqu'un sur une accusation qui avait été portée contre lui. Il n'avait pas d'avocat, mais on avait constaté qu'il en fallait quand même un. Et comme celui qui était accusé devait se défendre en personne, on avait inventé une profession particulière qui était, on appelait ça des logographes. En fait, c'était des avocats. Mais il fallait que celui qui était accusé apprenne par cœur les discours qu'ils avaient rédigés, ou les lise, on permettait de les lire. Et j'avais de très grands avocats. Il y a une histoire de jugement, il y en a beaucoup, mais il y en a une on connaît leurs discours d'ailleurs. On a conservé leur plaidoirie. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont fait du grec au lycée. Bon, moi, j'étais d'une génération où on faisait encore du grec. Ça existe, mais peut-être vous ne l'avez pas fait. Et on traduisait les discours des orateurs attiques, c'était les plaidoiries. Pas plaidoirie pour l'Olivier sacré, enfin bon, bien. Et il y en avait un très grand qui s'appelait Lysias, qui était sans doute le plus grand. Et Socrate, qui était un philosophe qu'on connaît tous, Socrate se posait la question du discours de l'avocat. Et il disait, mais méfiez-vous de la rhétorique. La rhétorique, c'est l'art du discours, c'est l'art de l'éloquence. Comment bien parler pour convaincre? Il disait, non, si vous n'avez que l'art, ça ne sert à rien.
vous ne devez parler que pour la vérité. Et en définitive, il expliquait que quand on parlait, on devait convaincre les gens auxquels on parlait, que pour ça il fallait les aimer, qu'on devait défendre les gens qu'on aimait bien. Quand il a été jugé, lui, il n'a pas voulu, que quelqu'un rédige son discours. Socrate avait écrit, Lysias avait écrit une plaidoirie, il n'en a pas voulu. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, écoutez, moi, on est en justice, je ne connais rien à votre justice. Je n'ai pas d'éloquence, je vais vous dire ce que je pense. Bon, il a fait une très belle plaidoirie, c'est ce qu'on appelle l'apologie de Socrate, mais il a été condamné à mort quand même, ça n'a pas très bien marché. Et les avocats ont continué dans l'histoire. Les avocats latins, bien entendu, Cicéron en tête, grands avocats, des discours qui sont connus, qui ont réfléchi à l'art de l'éloquence, à l'art de persuader. Après, dans la période barbare, il y avait moins d'avocats. On jugeait, la vérité était faite par des moyens assez bizarres. On torturait les gens. On avait inventé le duel judiciaire. Alors le duel judiciaire, c'était très simple, le seigneur était là, et puis celui qui était accusé devait se défendre, et celui qui l'accusait il se battait devant le seigneur, et celui qui gagnait, eh ben, il avait raison, puisque Dieu avait armé son bras. Et les gens se sont aperçus qu'il y avait quand même peut-être une certaine faiblesse dans cette théorie, que le bras des plus faibles était quelquefois moins bien armé. Sans doute leur prière était mal entendue, mais toujours est-il qu'on leur a permis de se faire assister. Et les premiers avocats, c'était des gens qui, avec l'épée et la masse d'armes, défendaient la cause de ceux qui étaient trop faibles dans le duel judiciaire. Tout de même, assez rapidement, à partir du IVe, Ve siècle, les choses ont passé et petit à petit, on est arrivé à des procès, pour entrer dans le détail, où des avocats intervenaient. Les avocats intervenaient pour défendre ceux qui étaient poursuivis. Quand ça a été la monarchie absolue, on a voulu interdire les avocats. Le premier président de la cour d'appel de Paris, qui s'appelait Lamoignon de Malesherbes, disait que Colbert avait constitué au temps de Louis XIV, parce qu'on faisait une grande ordonnance criminelle, une grande loi criminelle, qui serait signée par le roi. Et il disait, mais il faut donner un avocat parce que c'est une vieille tradition. Il dit que c'est une obligation du droit naturel. Parce que, et là il avait une réflexion qui était très importante, il vaut mieux qu'il y ait 1000 coupables en liberté qu'un innocent en prison. Et ce conseil qu'on a donné aux gens est indispensable pour rendre la justice. Néanmoins, Colbert et Louis XIV ont interdit les avocats. Pendant un siècle, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu, et il y avait quand même une défense parce qu'ils écrivaient des mémoires qui étaient vendus dans la rue pour essayer de défendre leurs clients. Ça ne marchait pas très bien. À l'époque, pour savoir la vérité, on torturait les corps, c'était pas compliqué. On torturait les corps, et quand les gens avouaient, ils étaient coupables. Et quand ils n'avouaient pas, ils étaient innocents, ce qui faisait dire à La Bruyère que c'est une méthode admirable, dit, pour condamner un innocent qui a la complexion faible et pour ne pas condamner un coupable qui est robuste. Bon. Enfin, la Révolution arrive, et là, c'est la justice moderne. Alors, pas pour faire une histoire de la justice, mais c'est des avocats qui entrent dans le prétoire. Et là, à quoi on va assister en France? À l'oralité des débats, c'est-à-dire devant la cour d'assises, on revient presque à un système athénien, c'est-à-dire que les jurés sont tirés au sort, ils ne savent rien du dossier préalable, ils ne savent rien de l'enquête. Tout se fait oralement. Il y a des accusateurs, il y a des avocats, c'est devant les jurés, ils ont entendu ce qu'on leur a dit pendant les débats, ils ont entendu tout cela, et puis il y a un avocat qui résume la situation et qui parle. C'est le début d'une... Je ne parle pas de la période du tribunal révolutionnaire où les avocats n'ont pas effectivement une grande importance, mais le reste du temps, jusqu'à présent, les avocats sont toujours restés et sont une nécessité de la justice. Alors, leur rôle a changé en matière pénale, l'oralité régresse un peu, nous sommes dans un temps où l'on n'aime plus bien l'oralité. Certes,
il y a maintenant des concours de plaidoirie. Il y a un certain nombre d'endroits où on essaye de ressusciter le débat. Mais c'est vrai que l'oralité diminue. C'est vrai que les dossiers entrent plus dans les cours d'assises. C'est vrai que petit à petit, les magistrats y prennent plus d'importance. Et c'est vrai que les jurés sont en voie de régression. Bon. Le seul problème, c'est celui de l'avocat. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un avocat? À quoi il sert? À quoi il sert? Après tout, il y a des juges. Pourquoi un avocat en pénal? Eh bien, parce qu'on a pensé, avec juste raison, que celui qui était accusé, et ça nous l'avons tous constaté dans notre vie, celui qui est accusé, même injustement, ne trouve pas toujours les mots pour se défendre. Il y a là quelque chose d'injuste. Et un avocat, c'est celui qui prend la position de celui qui va être jugé. Celui qui va être jugé, même s'il a commis le pire, parce que dans les procès, bien entendu, il y a ceux qui sont innocents et ceux qui sont coupables. Alors, on va voir ce qu'avait un avocat quand un homme est innocent, mais quand il est coupable, il est évident que qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, l'avocat, il a un rôle très particulier. L'avocat, il est là pour faire en sorte que ceux qui jugent sachent qu'ils jugent un humain, qu'ils jugent un frère humain, quoi qu'il ait fait. Quoi qu'il ait fait. Et quoi qu'il ait fait, l'avocat est là pour ça. L'avocat, il est pour ramener dans l'humanité celui qui a commis le pire. Et puis quand la personne est innocente, évidemment, il est là pour éclairer les faits d'une façon différente. Et ce métier est un métier qui nécessite deux choses. D'abord, une envie de défendre. Mais on n'a pas toujours envie de défendre. Vous savez, quelquefois dans ma vie, j'ai eu des clients, quand ils m'ont désigné et que j'ai vu le dossier, je n'ai pas eu envie de les défendre. Pas du tout. Pas du tout parce que je suis comme tout le monde. Si vous voyez un homme qui a violé un enfant, qu'il a violé, quelquefois qu'il a tué, un homme qui a commis des choses horribles, mais il y en a, il ne peut pas. Vous savez, la violence et l'injustice humaine est considérable. Il y a des cas terribles. Alors, quand on n'a pas envie de le défendre, qu'est-ce que peut faire un avocat? Moi, je vais vous le dire, j'ai mis longtemps à le comprendre, mais je l'ai compris assez vite, mais à le théoriser. C'est qu'il doit parler à celui qui est là, qui souvent n'a plus de voix, qui ne sait plus bien quoi dire, que des bêtises quelquefois. Et l'avocat, c'est celui qui parle, celui qui écoute. L'avocat parle, mais d'abord il écoute. Il écoute celui qui est accusé. C'est notre premier rôle, c'est d'abord d'écouter et de marcher avec lui, de marcher, d'essayer de comprendre et de retrouver ce qui en lui fait qu'il est un frère humain. Et là, c'est vrai qu'on trouve le moyen de le défendre. Alors bien entendu, s'il est accusé d'un acte qu'il n'a pas fait, c'est la raison qui joue. Il faut étudier le dossier, voir éclairer les faits différemment, et les éclairer bien, et montrer effectivement que l'éclairage qui a été donné par l'accusation n'est pas juste, et que cet homme est innocent. Ça, c'est la raison, c'est le travail. Il faut aussi avoir envie de le défendre, vous savez. C'est difficile de défendre quelqu'un qu'on n'a pas envie de le défendre. Mais quand il est coupable, il faut effectivement savoir qu'il risque des années de prison. D'une certaine façon, l'avocat qui défend, il faut qu'il soit un peu dans la peau de celui qui le défend pour ça, qu'il n'ait pas envie de la prison, qu'il n'ait pas envie qu'il aille en prison. Je ne parle pas du temps où la peine de mort existait, où on n'avait pas envie qu'on lui coupe le cou. Là, c'était terrible, vous comprenez. Vous aviez parlé à un homme dans les cellules de visite de la prison, vous l'aviez vu des heures, et il était là, devant vous, derrière vous, et vous vous disiez, cet homme, on va peut-être lui couper le cou. Et rien que cela, ça a amené effectivement à le défendre. Bon. Donc un avocat est nécessaire, pourquoi? Parce que la justice a besoin d'entendre celui qu'elle juge. Et celui qu'elle juge, il ne sait pas toujours parler. Et c'est à ça que sert un avocat. Alors bien sûr, un avocat, il a beaucoup d'autres choses à faire. Il a à vérifier que la personne qui est jugée dans les formes précises de la loi.
c'est la compétence de l'avocat, sa connaissance juridique, sa connaissance de la procédure pénale, savoir effectivement imposer qu'il soit jugé dans les formes, mais aussi qu'il ne soit condamné que s'il est coupable. Et enfin, qu'il ne soit condamné qu'à une peine évidemment et strictement nécessaire, comme dit la Déclaration des droits de l'homme. Tout ça, c'est le rôle d'un avocat juriste, mais homme. Il défend la dignité d'un homme qui a quelquefois commis des actes qui pourraient faire penser qu'il a manqué à toute dignité, et parler à des juges. Et ces droits de la défense sont considérés aujourd'hui comme un des droits fondamentaux de la personne humaine. Certes, ils ne sont pas écrits dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui affirme un certain nombre de choses très importantes pour le procès. Ils ne sont pas dits à l'époque. Mais beaucoup plus tard, des conventions modernes, la Convention européenne des droits de l'homme, et sur ce sujet, la Cour européenne des droits de l'homme, ne cesse de dire non seulement l'importance des droits de la défense, le fait qu'il ne peut pas y avoir de justice efficace s'il n'y a pas une défense libre et indépendante, libre de sa parole, publique, libre et indépendante. Là, c'est quelque chose qui doit permettre au jugement d'être plus juste. Et la présence de l'avocat est nécessaire. Le Conseil constitutionnel ne reconnaissait pas ce droit, ou du moins il l'exprimait mal, jusqu'en 1982 où il y a une loi un peu folle qui a prévu que les magistrats pouvaient suspendre en pleine audience les avocats qui ne respectent pas les obligations de leur serment, c'est-à-dire le respect de la justice, etc. Et là, le Conseil constitutionnel a dit non, vous ne pouvez pas. Il faut que vous ayez un avocat libre. Et le rôle de l'avocat a été directement lié au droit de la défense. Donc c'est aujourd'hui une liberté fondamentale. Sans avocat, il n'y a pas de justice. Et c'est pour cela que ceux qui sont avocats pénalistes ont une très lourde responsabilité. Ils ont une lourde responsabilité parce qu'il faut qu'ils sachent à la fois le droit, complètement le droit pénal, et il faut qu'ils sachent aussi parler pour ceux qu'ils défendent. Faire en sorte que non seulement ils disent ce qu'ils pensent juste pour lui, mais qu'ils soient écoutés. Voilà ce que c'est que les droits de la défense. Et maintenant, si vous le voulez bien, je vais répondre à vos questions. Merci à vous, chers confrères, pour cette présentation très brillante et très éclairée des droits de la défense.